Hey, bonjour, merci d'avoir accepté mon entrevue. C'est vraiment très cool. Je m'occupe de l'entrepreneuriat au féminin à l'école, comme je te disais un petit peu plus tôt. Puis, on a développé un parcours qu'on veut amener aux entrepreneurs pour les aider dans cette période un peu particulière qu'on vit, là, à comprendre, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leurs finances, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leurs ressources humaines en termes numériques, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, mais aussi, tu sais, en quoi l'innovation puis la créativité peuvent les aider. Puis, tu as gentiment accepté de me donner une entrevue, ce que je trouve très, très cool. Fait que je suis gâtée. Dominique Audet, un des cofondateurs de Moment Factory. Vous êtes maintenant 3 partenaires dans l'entreprise. Oui. Veux-tu me parler un peu de c'est quoi l'idée à la base de Moment Factory? Puis ça fait combien de temps que ça existe? Moment Factory a été fondé en janvier 2001, donc ça va être notre 20e anniversaire dans moins d'un an. Au début, on vient un peu du rave scene, les OK. parties. Donc, on était un collectif de VJ. Donc, moi, Section, on organisait des party rave chacun de notre côté. On faisait du VJing, qui était un nouvel art. C'est aussi la période où les technologies de l'analogue sont devenues digitales. Donc, c'est bon endroit, bon moment pendant cette période-là où c'est devenu accessible de faire un peu de service, un peu hustle out. Là. C'était pas vraiment une industrie, c'était pas une compagnie, c'était plus une passion. Donc, un collectif qui avait une passion. Puis on s'est incorporé, puis c'est devenu une compagnie. Mais initialement, c'était plus des amis qui avaient une passion commune, qui était le VJing, puis la musique, puis les parties. OK. Puis, tu veux-tu me parler, parce que c'est ça, je pense que les gens ont une idée. En fait, les gens admirent ce que vous faites sans savoir peut-être que c'est vous qui le faites. Tu veux-tu me parler Mhm. de 2, 3 projets qui pourraient permettre aux gens de dire ah oui, OK, c'est lui, puis me dire un peu à quoi ça ressemble votre offre de service, qu'est-ce que vous faites? OK. Moment, on fait des expériences multimédia en public, live entertainment, en public. Donc, c'est toujours en public. Donc, je parlais d'un peu de la genèse de Moment au début, qui était les parties, mais c'est des célébrations, c'est des gens qui se rassemblent en public. Donc, on va s'inspirer de tout ce qui est du divertissement, que ce soit des films, du théâtre, des concerts, ou des jeux vidéo, mais nous, on l'applique en live. Donc, ça a commencé en étant des parties, ensuite de ça, des défilés de mode. On a commencé à faire ensuite de ça des installations permanentes, des grandes tournées. On a fait Madonna, John Bon Jovi pour faire du name dropping, Muse, des grandes tournées mondiales de musique, et un peu d'où on vient. Puis, mais on a commencé à faire il y a peut-être 15 ans qu'on a commencé des installations permanentes, donc d'amener un peu l'activité, je suis habitué de le dire en anglais, là, mais l'énergie du live entertainment, des événements, à l'architecture. Donc ça, c'est toute la deuxième vague de Moment Factory, qui est les installations permanentes, que ce soit dans les parcs thématiques, dans des musées, dans des installations de ville, le pont Jacques-Cartier à Montréal. On fait aussi depuis quelques années. Donc ça, Moment Factory, c'est une boîte de services. Donc quand on s'est incorporé, on vendait des services pour livrer ces expériences-là. Donc un peu comme une agence, mais qui fait la production événementielle, ensuite de ça, de permanent, avec des clés en main. Puis il y a environ 5 ans, on a commencé à faire nos propres produits qu'on appelle les formats, comme Lumina Aquatico. Mon expérience Lumina, on en a une 12e à travers le monde, donc on est maintenant international, 6 bureaux à travers le monde, Tokyo, Paris, New York, Los Angeles, Londres, Singapour, Montréal. C'est ça. Puis est-ce que ces bureaux-là sont nés de la portion Lumina? T'sais, moi, j'ai vu Lumina Foresta Lumina, qui est extraordinaire. Est-ce que c'est Non, ces oui. programmes-là? C'est maintenant la priorité des bureaux. OK. De passer les formats. Donc, Aura, Lumina, maintenant Wonderbox, qui est un nouveau qu'on lance bientôt. Mais la raison des bureaux n'était pas les formats, non. C'était les services de Moment Factory, ce qu'on a fait historiquement avec tous les marchés. Donc, on a toujours une grande variété de marchés dans lesquels aussitôt que c'est live, puis c'est du entertainment, que ce soit, comme je disais un peu partout, des villes ou quoi que ce soit, on est présent. Donc, mondialement, mais aussi dans beaucoup de marchés différents. Donc, quand il y a eu un hit sur le marché de l'architecture, c'est un marché qui allait pas bien pour nous, mais il y en avait un autre qui allait très bien. Puis, ce qui arrive présentement dans le Corona, il y a certains marchés qui ont un hit. Il y en a d'autres qui continuent de bien avancer. Ben, tu fais le pont sur ma prochaine question actuellement. Comment ça va pour vous? On voit
l'industrie du divertissement ou de l'événementiel, tu sais, comme lever des flags, entre autres, là, c'est les premiers à avoir été fermés, par exemple, vu que 250 personnes et plus. Là, on parle d'ici à Montréal ou au Québec, mais ça a été comme ça partout sur la planète. Là. Vous l'avez vécu, tu sais, tranquillement, toutes les villes, tous les pays Mhm. ferment les rassemblements. De quelle façon ça vous a impacté? Le corona a un impact immédiat, immense. Je te dirais que les marchés qui étaient les plus porteurs de Manufactory des 2 dernières années, c'était l'événementiel, qui avait eu une rechute, là, mettons 5 ans avant. Ça allait vraiment Ouais. pas bien, l'événementiel. On faisait beaucoup plus de permanents. Mais c'était les parcs thématiques et l'événementiel qui étaient les grands porteurs de revenus de Moment. On avait encore toutes les autres activités qui marchaient normalement. Puis le corona, du jour au lendemain, les deux marchés tombent presque à zéro. Là. Par thématique encore, il y a des projets stratégiques qui sont encore à rendre. Puis c'est d'autres projets comme les musées, puis les villes, puis les grandes infrastructures, qui, eux, c'est des gens qui veulent investir dans le post-corona, ou quand les villes, ou qu'il y a des programmes du gouvernement qui veulent réinvestir, donc sont porteurs. Donc, ceux qui étaient un petit peu plus bas en projet, sont commencés. Puis c'est devenu eux qui est le bread and butter de toute la compagnie. Puis nous, on a eu des grandes questions. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on protège nos salaires? Est-ce qu'on protège la compagnie? Est-ce qu'on protège un marché plus que l'autre? Puis il y a eu en 3 jours énormément de discussions là-dessus. On a réagi très vite côté sécurité. On était en remote work, on suivait le gouvernement. Mais les décisions qu'on a prises, c'est de garder tous nos staffs, d'arrêter complètement tout ce qui était sous-contractant. Puis les pigistes, les compagnies de sous-traitants, tout ça. Donc, on a sauvé 20% de nos frais fixes qu'on a réassignés à l'interne. Donc, la problématique qu'on avait, c'était que c'était des compétences qu'on assignait à l'externe qu'il faut réassigner à l'interne. Donc, un réassignement des ressources qui étaient en même temps que le téléworking et tout ça. Mais les IT, ça a très bien été. On a tout été en téléworking. On a réassigné nos ressources. Ça a très bien été. On a encore un revenu qui comble un peu le break-even, un peu en dessous du break-even. On avait des gestions financières très saines avant la crise, donc c'est pas un gros problème énorme pour nous autres, mais on a perdu énormément de revenus. Mais on est quand même capable de garder nos staffs en ayant coupé énormément de tout ce qui était frais externes à garder 100% de nos employés. Vous gardez 100% de nos employés, c'est combien d'employés, ça? Vous êtes À combien Montréal, actuellement? un petit peu plus que 400 à Montréal. Je te dirais, oui, environ 400 personnes à Montréal. Puis je te dirais que les heures bilables, présentement, il y en a même pas un tiers qui est bilable présentement. Donc, rapidement, c'est ce qu'on a fait. Puis là, en ayant pris cette décision-là, on a peut-être un gros pool de ressources qui n'est pas signé de façon stratégique. Donc, on continue à faire l'avancement ou l'amélioration des process. Mais là, on doit toutes les assigner sur des nouveaux projets stratégiques post-corona, ce qui est notre défi, disons, depuis la semaine dernière. Fait que là, tous ceux qui travaillaient... Excuse-moi, je t'ai coupé. Ceux qui travaillaient, mettons, dans les champs qui ont comme tombé, comme tu disais tout à l'heure, là, tu sais, l'événementiel puis les parcs thématiques, vous avez pris ces mêmes personnes-là puis vous êtes en train de les réassigner sur des nouveaux projets de façon à conserver tout le monde puis à balancer les expertises. Oui, mais les leads qui sont toujours présents. On couvre toujours notre base, qui est nos services, nos heures bilan de clients, tout ça. C'est la base, elle va toujours être couverte. Mais il y a beaucoup moins de revenus ou de projets parce qu'il y en a énormément qui ont été cancellés ou mis en hold. Donc, il y a une partie qui a été couverte par ce qu'on donnait aux sous-traitants, qu'on a réassigné à l'interne, mais il y a une autre partie qui est couverte. Donc, ça, c'est des gens qui travaillent à améliorer nos processus, nos standards, mais aussi, présentement, on est en train de lancer des grands projets stratégiques qu'on appelle les initiatives. Présentement, on prend les idées des gens, on a les idées des partners, puis on lance des projets qui, pour nous, vont être porteurs du post-corona. C'est un peu une culture d'innovation qui était déjà présente chez Mo Manufacturing, mais qui était plus associée à un département. Puis là, depuis le corona, on lance des initiatives transversales avec tout le monde pour que tout le monde contribue un peu c'est un peu du product thinking, de l'innovation.
J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Tu sais, dans le fond, votre quotidien est basé sur la créativité et l'innovation, là. Tu sais, ultimement, c'est ce que vous faites tous les jours avec vos clients puis avec Mhm. vos employés. En quoi tu penses que ça a été une force à l'intérieur de vos équipes pour faire face à la situation actuelle? Ben, il y a eu, comme je disais, c'était déjà existant. Donc, on avait déjà un processus où il y a des idées d'innovation à l'interne de Moment qui sont proposées. Maintenant, c'était un peu streamliné avec nos formats. Ce que je disais, c'est qu'on notre base, c'est de faire des services. Manufacturing, on a commencé à faire un peu de produits, des formats, vendre des billets, comme Aura Oui. Lumina. Puis là, la R&D, depuis un an, était énormément enlignée vers les formats. Mais on avait déjà un processus interne avec on appelle ça l'Innovation Portfolio ou le Life Cycle. Donc, on commence avec une idée, les idées qui sont sélectionnées. Il y a un projet interne qui est lancé. Une fois que le projet est fait, étant donné que nous, en We Do It in Public, on fait un test en public. Donc, on organise 2 événements annuels qu'on appelle les workshops, où les friends and family, la famille, vient jouer avec les innovations qu'on a faites. Ensuite, on met sur un projet client d'État, puis devient productize. Donc, toute cette espèce de façon d'organiser l'innovation était déjà présente chez Moment. Donc, on l'a pris pour... On avait les projets clients, donc on a lancé des nouveaux projets au lieu que ce soit seulement que ceux qui sont appliqués à la R&D normalement. On l'a ouvert à tout le monde. Puis on a pris le modèle. On l'a un peu copié-collé. Puis on a appelé ça initiative au lieu d'R&D. On a ces critères-là de soumettre des idées. Puis nous, on les évalue, on les priorise, puis on part des initiatives. En Puis espérant que... les idées, elles partent de partout? De partout. De partout. Il y avait la première... ça fait pas longtemps, ça fait 2 semaines environ, un peu plus que 2 semaines, 3 semaines qu'on en a parlé, puis 2 semaines que c'est vraiment actif. Au début, c'est un peu les projets qui étaient déjà prêts à sortir. Donc, il y avait une pensée très départementale. Parce que l'organisation avant le corona, il y a quand même un changement de culture qu'on a demandé quand on a lancé les initiatives. Manufacturing est fait avec plein d'unités. C'est comme toutes des petites familles qui se connectent ensemble. Puis là, quand on a dit on veut faire des initiatives transversales, là, tout d'un coup, il faut sortir, puis avec tout le monde, faire un projet qui est collaboratif. Donc, les initiales étaient pour l'organiser, l'unité. Là, maintenant, il a fallu qu'ils s'adaptent et que tout le monde présente, parce que souvent, c'est le même projet qui était présenté 5 fois, mais de perspectives d'unité différentes. On les a mis ensemble, puis là, ils présentent un projet rassembleur ensemble. Je sais pas si ça OK. explique. Oui, oui, non, c'est super cool. Puis c'est vraiment utile, tu sais, ce que tu dis, puis que je trouve vraiment pertinent, c'est que vous, votre quotidien est pavé d'innovation et de créativité, mais tu sais, dans ce que tu viens d'expliquer puis de détailler, bien, pour tout entrepreneur qui vit actuellement de plein fouet le COVID, là, tu sais, je connais pas un entrepreneur qui a pas eu d'impact. Tu sais, dans certains cas, ça a été des impacts bénéfiques. Par exemple, tu sais, il y a eu une croissance immédiate, puis là, ils sont en train de gérer de la croissance qu'ils n'ont peut-être jamais fait dans certains cas. Mais dans d'autres cas, il y a comme une transition ou une réinvention complète de l'industrie dans laquelle ils étaient. Ou, fait que le fait que tu m'expliques clairement un peu en quoi vos processus d'innovation fonctionnent, bien, je pense que tout le monde peut le prendre puis le ramener chez eux puis se dire, OK, bon, mais parfait, eux, ils font collaborer tout leur monde, toutes leurs équipes. Les idées de tout le monde sont bonnes à explorer. Puis après, ben, on regarde, comme tu dis, sous différentes facettes. C'est comme mettre une lumière sur le globe, par exemple, puis que tu la tournes, ben, ton ombre n'est pas à la même place. Fait que, ça te donne une belle perspective. C'est vraiment super intéressant. Puis, je trouvais ça... Dis-moi. Il y a quand même un clash de culture ou de façon de faire quand on lance quelque chose comme ça. Comme je disais, il y avait une section de manufacturier qui vivait déjà une culture d'innovation. Toute manufacture est créative, toute manufacture est innovant, mais le process que je parle, puis c'est un process qu'on appelle agile, c'est du développement, c'est du management qui est vraiment différent que le waterfall management qui est en cascade, comme en construction, en gestion de projet. Puis c'est un processus itératif de travail d'équipe au lieu d'être un processus de planification et d'organisation et de donner des ordres. Donc, d'amener, quand on a lancé le comité Corona, quand on a eu l'annonce l'IA, ça fait-tu un mois déjà? Oui, un mois déjà, c'est fou, hein? Un mois Donc, semble comme des années. C'est un management
qui, pour moi, est un management agile, itératif, qu'on a mis en place, qui est un comité. On se voyait à tous les jours, qui est un daily. Puis on se parle pendant 30 minutes. Puis tout le monde dit ce qui se passe, mais de façon très, très, très courte. C'est juste de l'information. Puis c'est à chaque jour, chaque matin. On n'a pas enlevé tous les autres processus. On a gardé tout le processus un peu plus en cascade de Mindfactory. Puis on a amené un processus agile qu'on a appelé Corona, comité Corona, qui est venu appliquer par jour pour pouvoir venir influencer quelques processus chez Mindfactory au lieu d'essayer de tout changer de machine au complet. D'une façon de parler, c'est difficile. Tu sais, quand tu commences à planifier 1 an, 2 ans d'avance, puis que du jour au lendemain, tu dis, OK, il faut que je planifie la semaine prochaine puis le mois prochain. C'est fondamental comme changement d'approche pour la compagnie. Fait que nous, on n'a pas complètement changé Moment, on a juste parti une petite affaire agile à côté qui vient influencer le modèle existant. Je sais pas si ça l'aide, là. Ben oui, non, c'est super intéressant. Parce que d'amener ce processus-là d'innovation, puis d'idées, puis de lancer des process, c'est pas si évident non plus dans dans un train qui roule, qui a tous ses process à l'interne avec sa façon de faire, puis de lancer ça comme un petit bateau qui tourne bien vite, là. Oui, c'est clair. Puis il y a des industries dans lesquelles les gens ne sont pas habitués à l'innovation puis la créativité tous les jours. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme de s'inspirer puis de réfléchir à comment ils peuvent le mettre en place. Mais il va y avoir inévitablement une résistance au changement. Il va y avoir des gens qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas tout à fait cette mécanique-là. Est-ce que vous, dans vos processus, bien que tout le monde soit créatif, là, quand tu dis qu'il y a un département qui était très habitué à ça, vous avez dû faire face à quand même une certaine résistance des fois, là, quand tu dis tous les processus normaux sont restés, mais on a comme créé ce comité-là. Est-ce que vous avez senti une certaine résistance? Non. Parce qu'encore là, culturellement, Moment, on est déjà, c'est pas comme une multinationale très formatée. Donc, on est déjà très agile. La gestion du changement, ça fait partie de notre réalité, c'est comme respirer. La gestion du changement, ça s'appelle évoluer, le changement chez Moment. Fait que non, la réticence qu'il y a eu, c'était pas volontaire des personnes. Le gros challenge qu'on a vécu, c'est la gestion famille, les gens qui se ramassent chez eux, les enfants, les réalités personnelles. C'est beaucoup plus de management. On a fait un sondage après 2 semaines. Quelle était la capacité de travail des gens. Puis il y en avait beaucoup il y en avait que c'était 15 heures, il y en avait que c'était 30 heures. Nous, on payait quand même les semaines complètes, mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient même pas capables de travailler plus. C'est bizarre parce que t'es chez vous, puis quand tu as une famille, ou il y a des couples, il y a des petits problèmes deviendra gros. Donc, c'était pas la réticence n'était pas de l'organisation de Mindfactory, c'était plus l'organisation des familles qui ont porté en bûche. Moi qui ai 3 enfants, j'ai comme envie de te dire que c'est pas bizarre du tout. Mais oui, tout à fait. C'est clair. Moi, ça me fait toujours rire quand je lis, justement, j'ai des amis qui écrivent comme « Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps? » Je suis comme « Oh, clairement, ça me rappelle comme « Ah, ça, c'est l'ami, tu sais, comme sans enfant. Ah, oui, tout ce temps. » Mais, tu sais, on en rit, mais tout à fait. Puis, est-ce qu'à l'intérieur de votre équipe de gestion, tu sais, là, je ne sais pas comment fonctionne Moment, mais je sais que vous êtes 3 copropriétaires. Est-ce que vous avez revu, tu sais, en vous parlant, changé des rôles, qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe de gestion? Pas énormément de gros changements. C'est le comité Corona qui est arrivé à chaque jour qu'on parlait, puis on lançait. Puis à travers le comité Corona, on a lancé les initiatives. Donc, au début, c'était vraiment de maintenir Moment Factory opérationnel et efficace pour ces projets qui continuent de rentrer. Mais on pensait que ça prendrait 2 semaines. Ça a pris 2 jours. On était 100% efficace, opérationnel. Donc, tout de suite après, on s'est dit, OK, maintenant, c'est comment est-ce qu'on assigne nos ressources de façon stratégique pour tous les changements qu'on venait de faire des ressources, puis de lancer la troisième, c'était de lancer des initiatives internes. Mais tout ça, on a gardé les mêmes rôles et responsabilités, les partners. C'était plus un meeting de plus pour quelque chose qui venait se rajouter dans nos opérations. Puis moi, j'ai pris le lead du Corona Committee et de l'initiative. Mais c'est aussi ce que tu fais au quotidien, non? L'idée, l'innovation ou le créatif. Oui, exactement. Vu que je suis le chef d'innovation, tout ce process-là d'innovation, je l'avais déjà. Donc, on a pris le process R&D. J'étais bien placé pour activer tout ça. Puis encore là, le management agile avec les daily itératifs. Moi, ça fait 8 ans que je vis ça avec Moment, avec une équipe de logiciels. La plupart des compagnies de logiciels fonctionnent de cette façon-là.
Donc, c'est quelque chose que j'étais très habitué. Puis mes partenaires sont habitués. Chez Moment, on a l'habitude de vivre les deux, quand même. Il y a quelqu'un qui voudrait faire ça du jour au lendemain dans une entreprise, c'est pas évident. J'imagine que ce serait peut-être plus une équipe à sortir, à dire, OK, vous autres, vous êtes agiles, assignez-vous sur des projets stratégiques au lieu de l'appliquer à tout le monde. Nous, on a communiqué au comité Corona, c'était comme un poste de télé le matin. Il y avait les 12 leads, les leads opérationnels, qui ont environ 25 ou 50 personnes qui s'occupent. Puis, il y avait une cinquantaine de téléspectateurs qui étaient les leads de Moment, qui écoutaient notre daily à tous les jours. Notre tour de table sur comment vont les choses, qu'est-ce qui nous manque, comment on peut s'aider les uns les autres. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait, ce public-là? Mais c'était pour que ce soit au courant. Donc, dans l'approche du management agile, il n'y a pas comme un boss, c'est un client. Puis c'est l'équipe ensemble qui se donne des tasks, puis là, tu lèves la main, puis tu dis, OK, moi, je m'occupe de cette feature-là, mais tout le monde est au courant de tout. Puis ils peuvent se remplacer. Donc, dans l'approche du daily, il faut que les gens soient au courant de tout, mais il y avait trop de monde. Chez Moment, on est très, je vous expliquais, nos unités, on n'est pas pyramidal, on factory, on est très horizontal. On a 13 petites unités. Donc, c'est tous des petits systèmes de management. Donc, quand on remet les leaders, il y a 54 personnes autour de la table pour 420 personnes. Donc, il y a énormément de leaders chez Moment. Donc, c'était eux les téléspectateurs. C'est pour qu'ils soient au courant et que la communication soit claire à tout le monde à chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Pourquoi on le fait? Il n'y a pas de email wrap-up. On se parle ensemble. C'est le principe du daily. Ceux qui travaillent en logiciel sont habitués. Là. Souvent, sont debout. C'est 15 minutes le matin. À chaque matin, debout. Oui. Nous, on faisait ça quand j'étais chez C2, justement. Ouais. Parce que sinon, ça faisait des meetings interminables. Fait que là, tu sais, les gens parlaient, bon, ben moi, aux opérations, il y a ça. Moi, aux commandites, il y a ça. Moi, à tête, tu sais, comme, on mettait tout à plat, puis là, tout le monde, tu sais, OK, ben toi puis moi, il faut qu'on se parle, toi puis moi, il faut qu'on se parle, parce qu'il y avait des affaires. Vu que c'était à tous les jours, après une semaine, 2 semaines, là, tu y vas vraiment avec ce que tu as fait hier, finalement, que tu as annoncé que tu allais faire, ce qui n'a pas marché, puis ce que tu vas faire, puis ça devient vraiment, tu parles juste de ce qui est essentiel, au lieu de faire des présentations de ton domaine. Oui, c'est ça. Mais c'est super intéressant parce que dans votre cas, vous l'aviez déjà mis en place à certains égards, puis là, vous l'avez comme ramené. Moi, ce que je comprends puis que je trouve vraiment inspirant à utiliser, tu sais, comme à toute échelle, là, c'est l'importance de la communication. Tu sais, quand tu dis chez nous, c'est 54 leaders qui étaient publics de notre daily pour pouvoir le ramener dans les petites unités, bien justement, tu sais, je pense que de tenir les gens informés de tout, c'est comme voici ce qui se passe actuellement, bien, ça crée de la mobilisation. Fait que quand tu me dis non, on n'a pas une misère, ben oui, il y a la portion où est-ce que vous faites ça au quotidien, de la créativité puis de l'innovation, mais il y a aussi le fait que tout le monde a dû se sentir mobilisé par OK, bon, ben on est tous là-dedans ensemble. Je pense que le Québec, le monde entier actuellement se sent mobilisé dans tout ça. Fait que dans le cas de la compagnie elle-même, vu que vous l'avez bien communiqué puis que vous avez permis aux gens d'être spectateurs, d'écouter, de le ramener à tout le monde, puis de ramener les idées le lendemain, via leurs différents leaders, bien, ça a dû permettre une certaine mobilisation. Là. Oui. Puis on a le droit de parler à la fin, on a le droit de poser des questions si allumait le caméra dans le GoToMeeting. Mais c'était les deux. Mais c'était vraiment efficace. Ça a bien été. Mais oui, la communication, c'est extrêmement important. Dans ces moments-là. C'est pour ça que c'était à chaque jour. Puis nous, les partners, on fait une vidéo à chaque semaine. On s'adresse à toute l'entreprise. Puis notre approche a été beaucoup d'être réconfortant, enlever l'angoisse dans les familles de nos staffs parce qu'il y avait beaucoup, on voyait tout le monde, le cirque, puis tout ce qui se passe avec les layers. On voulait rendre tout le monde un petit peu plus tranquille à la maison, au moins nos staffs. Non, mais c'est super. On updatait tout le monde de ce qui se passait, mais avec un ton rassurant. Donc, on avait annoncé qu'on était correct pour 3 mois. Puis, quand il y a eu le gouvernement du Canada qui a annoncé aussi les supports. Pas la mesure augmentée, oui, pour le salaire. Puis, là, on est correct pour 6 mois. Pour nous, on est correct. Avec ça, on est correct pour 6 mois. Fait qu'on peut rendre tout le monde, OK, inquiétez-vous pas. Tout va bien pour les prochains 6 mois. Vos jobs sont pas à risque. Maintenant, faisons des belles initiatives pour la relève. Non, puis c'est ça qui est super intéressant. Je trouve ça le fun, ce que tu viens de dire, parce que, on a sécurisé notre monde. Puis, tu sais,
généralement, là, c'est très rare que dans une entreprise de 420 personnes, les gens ont une idée des liquidités puis des possibilités, tu sais, Mhm. de l'entreprise. Fait que là, le fait d'avoir dit, bon, ben regardez, tu sais, l'important pour nous, c'est de sécuriser vos emplois, puis soyez pas Mhm. inquiets, on en a pour 3 mois. Puis là, avec les mesures qui ont été mises en place, bien, finalement, on en a pour 6 mois. Fait que, tu sais, faites-vous-en pas, on est proactif, on a entendu, on est là pour vous. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on reste ensemble. Fait que, tu sais, quand c'est possible, c'est extraordinaire de pouvoir le faire. Vous vous adressez à vos employés. Fait que ça aussi, tu sais, ils sentent la connexion malgré la distance. Là. Tu sais, moi, je sais plus c'est qui que Mhm. j'écoutais cette semaine. On parlait de distanciation sociale, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Tu sais, c'est de distance physique. Parce que dans plusieurs cas, ça a même rapproché les équipes de travail à se voir puis à se parler encore plus parce que le fait de ne pas être proche physiquement fait que tu peux pas dire quelque chose sur le coin du bureau ou sur le coin de la machine à café. Fait que là, tu es comme obligé de te setter quelque chose qui permet de la communication. Puis je trouve que vous l'avez vraiment super bien fait. Puis là, tu me disais pour l'avenir, est-ce qu'actuellement, vous travaillez, bon, naturellement sur des projets qui ne sont pas tombés parce que vous étiez dans Mhm. certaines industries qui, elles, grandissent. Tu me disais au tout début qu'il y a des villes, il y a des musées, tout ça, qui, eux, se mettent à penser à après. Est-ce que, outre les projets externes, tu sais, de vos clients qui, eux, pensent à après, donc vous engagent en service comme vous le faites, tu sais, si bien depuis des années, est-ce qu'il y a des projets Moment post-COVID déjà? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur l'après? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Puis... Oui, je peux pas les dire présentement Ben aujourd'hui. non. Je peux dire que c'est ce que je dis, ce qu'on appelle nos initiatives. Là. C'est vraiment Oui, nos critères. Là. Les critères, c'est vraiment à propos de post-COVID. Qu'on peut faire des parfait. projets en remote, qu'on peut l'intégrer. Puis il y en a même des idées présentement qui assument la distance sociale. Donc, OK. peut-être une première phase de, de réouverture de projets publics avant que ça soit la proximité sociale, mais ça peut être peut-être qu'on peut être en société de façon. En tout cas, il y a beaucoup Oui. d'idées présentement. Puis on est en train, là, on a encore on a environ 25 peut-être. C'est un Hmm. moment. Puis on est en train de faire le portrait pour pouvoir prioriser les bonnes. Il y en a 2 de lancés. Puis on va sûrement en lancer un autre 5 ou 6 autres dans les 2 prochaines semaines. Puis est-ce que tu as l'impression de penser au après, justement, tu sais, on parlait de mobilisation des employés, là, tu les as sécurisés, vous communiquez adéquatement. Le fait de penser déjà à l'après, est-ce que tu as l'impression que, justement, ça met comme un petit peu la machine pour que les gens se disent, OK, bien, le fameux ça va bien aller, là? Oui, ben c'est ça l'initiative. Pour moi, encore là, c'est l'après. C'est qu'est-ce qui va se passer après. Mais en même temps, on peut le voir, cette question-là, à plein de niveaux là, par rapport à nos projets, là, mais mondialement, présentement, à mon avis, ce qui se questionne, c'est qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui est important. Euh, à mon avis, l'humanité, si on peut dire l'humanité, parce que c'est tout le monde présentement, là, on va se poser des grandes questions, on va revenir beaucoup plus local. À mon avis, il va être beaucoup plus conscient de ce qu'ils achètent, ce qu'ils font. Fait que ça va avoir un impact. Oui, nos clients, l'industrie va avoir un impact financier, mais l'impact de comment tous les gens, les consommateurs, les personnes vont choisir ce qu'ils font, va avoir un changement, c'est certain. Pour moi, c'est excitant, c'est bon que l'humanité se ressente sur les vraies valeurs, puis ce qui est important. Nous, notre mission, c'est We Do It in Public. Malgré toutes les efficacités, parce qu'il y en a des réelles là, avec le télétravail, on trouve des grandes efficacités. On pense que les humains vont toujours garder le besoin de se rassembler physiquement ensemble. Puis c'est ça Ah, qu'on je fait. C'est suis notre vendue le avec toi. futur, malgré toute l'efficacité de la virtualisation des jeux vidéo, des Facebook, puis des pandémies qu'il va y avoir. Nous, c'est notre mission, c'est ce qu'on va toujours faire, c'est des expériences en public. À un moment donné, on va vouloir sortir de nos maisons, de la solitude et de la distanciation sociale, puis on va vouloir festoyer un peu plus ensemble. Fait que c'est ça que Moment. Fait que nous, notre futur, on pense qu'il va en avoir, mais il va y avoir de plus en plus de situations comme laquelle on vit, mais nous, on va pas changer. On va pas devenir une compagnie qui fait du virtuel à cause de l'opportunité. Non, puis je pense que, tu sais, dans ce que tu dis, je trouve ça vraiment le fun, dans le sens où actuellement, là, tu sais, ça va changer. Il va y avoir un avant puis un après Mhm. COVID. Puis je souhaite profondément que ce soit un après marquant sur l'essentiel, comme tu dis, là, tu sais, comme l'humain, la famille. Puis ça va renforcer à mes yeux d'autant plus votre mission.
parce que ce que vous construisez, c'est des expériences significatives, là. Puis, c'est des moments spéciaux, là. Tu parlais tout à l'heure de Lumina. Bien, Foresta Lumina, c'est une activité que certains ont fait en couple, d'autres ont fait entre amis. Nous, on y va en famille, puis tout ce que vous faites, mes enfants me le demandent, là. Puis peu importe, là, moi, j'ai un range de 3 à 15 ans, là, 3, 5, 15. Puis pour des raisons différentes, ils trouvent ça nice, puis ils trouvent ça le fun, puis ils sont émerveillés, pas par la même chose. Fait que je pense que le après va amener encore plus de besoins d'expériences significatives. Puis ça, c'est votre saut d'expertise, si tu veux, là. Fait que c'est très cool d'y penser pour qu'est-ce qui va se faire après, là. Moi, je vois pas le jour, en fait, j'enseigne l'événementiel aussi dans la vie, là. Je vois pas le jour où ça va disparaître, là. L'événementiel existait dans le temps où est-ce qu'on faisait des événements d'église, puis maintenant existe grâce à la technologie puis à toutes les choses, là. Fait que je pense pas qu'on va... que ça, les modèles d'affaires sont plus difficiles, par contre. Les gens qui font affaire en digital, c'est plus facile de scaler le business model. Les idées qui nous pop ces temps-ci, mais nous, on reste focus là-dessus. Mais le virtuel et le digital est plus facile à scaler si on parle de business. Oui, tu as raison. Nous, on continue quand même à faire le live. Ben, c'est clair. Puis, tu sais, pour une organisation, on en parlait tantôt, mais pour une organisation qui n'est pas habituée de faire de l'innovation, c'est quoi pour toi là, la première étape? Mettons là, qu'on fait une étape, 2 étapes, là, tu sais, c'est quoi qu'ils doivent commencer à faire? Ben moi, il y a 2 fondements que je dis souvent qui est la culture de l'innovation. C'est l'expérimentation, puis pas avoir peur de fail. Donc, si les entreprises qui veulent lancer des programmes d'innovation, il faut être conscient que tu veux créer une culture, est-ce qu'elle est dans un département dans toute l'entreprise, une culture où il ne faut pas avoir peur de failer, d'avoir des échecs, puis de créer un contexte d'expérimentation, essayer des choses. Fait que c'est la base. Si on ne crée pas cette base-là, c'est pour nous, on a la nôtre, mais c'est lié avec notre mission, avec Snur pour notre innovation, parce que c'est toujours du live en public, c'est différent des gens qui font un logiciel ou une machine. Mais c'est la base pour moi, là, l'innovation. Puis sinon, si c'est une entreprise, dépendant de la grandeur de l'entreprise, là, mais ce qui est très problématique en innovation, très, très problématique pour, je vais appeler ça des plus grandes entreprises, les moyennes au moins, c'est le CIO, le level, l'argent, le retour sur investissement, il n'y en a pas de métrique. C'est du guess. Fait que le métrique de retour sur investissement, puis la R&D, puis l'impact direct qui est impalpable, mais il est partout. Mais c'est pas une donnée directe, c'est pas évident. Ouais, c'est de l'intangible. Une fois qu'on a une innovation, après ça, la productise, la vendre, puis là, on a l'investissement initial, puis le retour sur investissement. Mais quand on lance un projet, de savoir ce qui va arriver après, il faut vraiment être capable. Il y a une sorte de leap of faith là-dedans. Là. Être capable, parce qu'il faut créer le contexte, puis tu n'as pas tes garanties à chaque année. Ton retour sur investissement, tu lances un projet, puis tu n'as jamais l'impression que c'est concret, mais c'est omniprésent partout. Fait que ça, c'est très challengeant. Il y a certaines entreprises qui ont besoin de quelqu'un qui est très organisé, puis qui veut savoir, OK, je vais investir 10 $, puis je vais avoir mon retour sur investissement direct. C'est pas si évident que ça, l'innovation. Puis, dans ce que tu dis, là, j'imagine que ça prend aussi de la confiance. C'est pas juste de la confiance en le process, mais de la confiance aussi en tes équipes, puis en ton monde, puis à leur... Oui, mais c'est ça, quand je ne l'ai pas fait, il faut avoir confiance en eux. Puis eux, pour qu'ils aient confiance en être innovants, c'est là que je disais de ne pas avoir peur de fail. Comme moi, je donne l'exemple de mes fails en avant de mes équipes pour les rendre en confiance. Comme ça, ils disent, OK, moi, si j'essaie de quoi, ça ne fonctionne pas, je me sentirais pas mal. Fait qu'au ceux qui sentent bien d'essayer des choses, les proposer, ils ne sont pas gênés, il y a plus de choses qui sortent. Fait qu'il faut créer ce climat de confiance-là qui est ton mot. Fait qu'il y a de deux côtés, ce climat de confiance-là. Une personne, il faut qu'il se sente en confiance de pousser des choses. Fait que moi, j'essaie de créer ce climat-là.
Puis Mais un c'est pas climat de toujours respect, évident. j'imagine. Si tu veux, si jamais, là, c'est de l'argent, là, puis quand tu es entrepreneur, là, puis tu décides de mettre comme 100 000 dehors dans quelque chose, là, il y en a certains qui veulent savoir ce qu'il va avoir en résultat avant de le lancer. Mais ça, c'est pas de l'innovation. Tu peux pas, si tu le sais d'avance, tu peux pas appeler ça de l'innovation. C'est Moi, un j'ai comme projet. envie de te dire que la situation actuelle est en train de prouver à bien des gens qu'on a très peu de contrôle sur ce qui se produit en réalité. Là, moi, je fais beaucoup d'apparenté entre l'entrepreneuriat et la maternité. Là, je sais que vous allez vivre ça sous peu, là, mais s'il y a une chose dans la vie que tu ne peux pas contrôler, c'est le jour où ils vont naître. J'en ai eu 3, puis ça n'a tout pas été moi qui a choisi. Puis ils n'ont tous pas choisi la date escomptée. Fait que c'est très marrant, mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu ça. Puis je pense que le COVID amène à certains entrepreneurs et à certaines personnes, globalement, justement, la prise de conscience sur l'absence de contrôle. Fait que quand tu me dis ça, moi, je trouve ça vraiment pertinent. On pensait qu'on avait le contrôle sur plein d'affaires, finalement, on ne l'a pas. Fait que, peut-être qu'une petite portion, comme tu le disais, de l'entreprise aurait tout bénéfice à faire quelque chose de non contrôlé pour qu'on trouve, voir si c'est quoi les bénéfices en cascade après. Oui, exactement. Mais je trouve ça vraiment super le fun. Puis tu parles de communication, tu parles d'endroits où tu peux te tromper, où tu peux échouer. Ça vient sûrement avec un endroit où est-ce qu'il y a le respect. Les gens doivent pouvoir vous amener des idées, même farfelues, pour que ça reste comme sur la table à dessin, par exemple. Exactement. C'est sortir de tout ce Exactement. Il faut qui... créer ce climat-là de confiance. Puis moi, là, parce que moi, c'est moi qui est le boss de l'entreprise, la meilleure façon que j'ai trouvé de créer le climat de confiance, c'est de donner l'exemple. C'est de mentionner mes faits ou de dire des choses, des idées qui sont niaiseuses des fois, parce que ça crée le climat qu'eux autres aussi vont pouvoir lancer. Quand je dis niaiseuse, c'est farfelu. Tout à fait. Puis, tu sais, une fois que les idées, elles ont été données puis qu'il y a eu un échec, là, tu sais, moi, je trouve l'entrepreneuriat, l'événementiel aussi a ça de propre, là, tu sais, faire un post-mortem de ce qui s'est produit. Tu sais, comme telle idée, elle était bonne jusqu'à être prouvée, tu sais, wrong, là. Dans le fond, c'était une bonne idée jusqu'à ce que ce soit une fausse bonne idée, là, si tu veux. Mais de faire les constats de ben ça n'a pas marché parce que, ça a marché parce que, ça aurait marché mieux si. Mais tu sais, dans le fond, de vos échecs, si tu veux, là, tu sais, moi j'aime peu le mot échec, je l'utilise peu, mais je le vois comme une opportunité d'apprentissage. Fait que je suis sûre que de beaux échecs sont nés des projets extraordinaires, tu sais, comme sur les cendres d'un projet qui n'a pas marché, là. Tu mets le doigt dessus, puis souvent je challenge dans notre, je disais l'Innovation Life Cycle, il y a une étape qu'on teste en public, on appelle ça les workshops. Puis souvent je challenge l'équipe parce que s'il m'arrive puis tout a marché, je dis OK, ben vous n'avez pas poussé assez. Pour moi, il faut au moins qu'il y en ait la moitié qui ne marche pas. Parce qu'on pousse assez, ça veut dire qu'on a assez poussé. Puis en plus, c'est que mon expérience, ça fait 20 ans chez Moment, là, c'est que c'est des choses qui n'ont pas fonctionné, qui sont les sources de nos innovations, de nos innovations. Parce que ce qui fonctionnait, on pouvait le prédire. Puis quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a un problème à régler à quelque part. Puis souvent, on fait Ah! Puis quand on réussit à régler ce problème-là, ben, c'est quelque chose qui nous différencie d'autres personnes. Fait que oui, comme tu viens d'expliquer, les failure points, c'est les débuts d'innovation. Avant ça, c'était une idée préconçue avec un design préconçu, puis on avançait. Puis à un moment donné, on a ce blocage-là. C'est là qu'il y a de quoi qui se passe. Parce que l'innovation, c'est de trouver une solution à un problème qui apporte de la valeur. Tout à fait. Puis, tu sais, dépendant, là, chez ces deux, les premières années, on était très friands de ça, là, si tu veux. Tu sais. Si tu as toutes les ressources dont tu as besoin, tu n'es pas tout le temps créatif. Tu sais. Fait que si tu as du temps, Exactement. de l'argent puis des ressources humaines, ben peut-être que tu n'as pas besoin, entre guillemets, de l'être, mais enlève une de ces équations-là. Tu sais, dis j'ai du temps puis des ressources humaines, mais j'ai pas une scène, ou j'ai de l'argent puis des ressources humaines, mais pas de temps. Mais c'est là que, tu sais, quand tu enlèves une portion d'une équation, que tu finis par trouver des idées créatives. Là. Ouais. Fait que dans ce que tu dis sur le failing point, c'est ça. Oui, exactement. Moi, je suis comme maniaque des podcasts, puis j'aimais beaucoup How I Build This. Puis, tu sais, le logiciel de communication Slack, c'est un petit peu ça, là. Tu sais, c'était comme le fondateur, il travaillait dans l'industrie des jeux vidéo.
Puis ça, c'était le système de communication qu'ils avaient mis en place à l'interne pour permettre à ses employés de travailler. Puis ils ont fermé la compagnie, ils ont fait faillite, il a dû mettre tout le monde à pied, ce qui a été une épreuve extraordinairement difficile pour lui. Puis après, ce qu'il disait, c'est qu'il y a des gens qui ont été travailler ailleurs de ces employés-là, puis qui disaient, c'était manquant, on recevait des tonnes de courriels, ou c'était super difficile de gérer, des conversations et tout ça. Puis de certains d'entre eux, il y en a qui ont demandé à « Hey, tu remettrais tout ça? On pourrait-tu utiliser ce système-là? » Puis de ça est venu au monde Slack. Là, on s'entend que lui, quand il en parle, c'était son plus gros échec à amener aujourd'hui à ce qu'on connaît, là, une des plateformes de conversation utilisées comme à grande échelle. Fait que je pense que l'innovation vient toujours de l'échec. Puis s'il n'y a pas de place pour ça, ben il n'y a pas de place. C'était le même fondateur qui a sa compagnie qui avait fait rire, que lui, il y avait Slack là-dedans. C'est lui qui est encore là aujourd'hui? Oui, c'est lui qui avait ça. Je te l'enverrai si tu veux, le podcast. Il était vraiment super intéressant. Puis c'est ce qu'il disait. Lui, dans le fond, c'est lui qui a parti Flickr. Oui. À l'époque, là. Ça fait longtemps. Mais non, mais c'est exactement ça. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que si je recap ce que tu as dit, pour quelqu'un dont la compagnie n'est pas habituée d'innover, ce qu'on fait, c'est peut-être pas pour la totalité, mais peut-être pour une petite portion. On crée un univers, ce qu'on appelle un safe space, là, un univers où est-ce que les gens peuvent partager des idées sur une optique, comme améliorer la compagnie ou voir l'avenir après le COVID ou qu'est-ce qu'on pourrait faire, où est-ce que là, on peut partager des idées un peu folles puis les pousser un peu. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu disais que de ça, il doit y avoir confiance, respect, on est d'accord là-dessus. Puis après, ben, tu vas essayer. Fait que tu vas tester des choses. Tu vas tester l'eau, en fait. L'expérimentation, puis il faut avoir peur de fail. L'expérimentation, puis quoi? Ne pas avoir peur de fail, d'échec. Pas avoir peur de l'échec. C'est ça, tout à fait. Puis là, de ça, en fait, ça va se heurter, là, de ça va naître des constats. Fait que, des constats de est-ce que ça marche? Puis toi, tu dis que quand ça marche du premier coup, c'est qu'on n'a pas poussé assez. Non, mais c'est super intéressant. C'est un bon résumé. C'est un peu faire ta job. Si ça marchait du premier coup, c'est parce que tu as fait un peu ton travail. Tu connaissais ce qu'il y avait à faire, puis tu l'as exécuté. Tandis que l'innovation, c'est qu'il y a une problématique. Tu as trouvé une nouvelle solution à un problème. Ce qui est l'innovation. C'est la définition du MIT, ce que j'ai fait mes cours. Oui, non, mais c'est une super bonne définition. Fait que ça amène tout le monde. Puis est-ce que tu penses, puis là, c'est un peu philosophique, est-ce que tu penses que toutes les industries peuvent être créatives? Oui, je pense que tous les humains peuvent être créatifs, fondamentalement. On est juste drainé ou organisé, que ce soit avec l'éducation ou quoi que ce soit, à la retenir. Mais si personne n'aurait peur de ce que les autres pensent de eux, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de création et d'innovation à travers le monde. C'est super intéressant, je te remercie. Honnêtement, super belle entrevue. Merci pour ton temps et ton énergie et ton partage. Je pense que ça va être utile à plein d'entrepreneurs. Puis même des non-entrepreneurs qui aiment l'entrepreneuriat et qui trouvent ça cool. C'est de voir le cycle de création. Je retiens aussi que grâce au fait que vous avez évolué comme entreprise, tu me disais au début, on faisait, c'était un trip de chum. Après, on s'est incorporé. Puis là, on a comme parti avec un projet où est-ce qu'on faisait du live entertainment. Puis après, finalement, ben, vous êtes allé vers, tu parlais d'architecture, tu parlais de municipal, vous avez pu mis vos œufs dans le même panier. C'est ce qui vous permet aujourd'hui, d'avoir certaines de vos portions qui marchent mieux, puis d'autres qui ont chuté naturellement. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de la situation, du fonctionnement. Tu disais tout à l'heure, c'est sûr qu'il y en a d'autres, des choses comme ça qui vont se produire dans l'avenir. Fait que, soyons préparés. J'apprécie vraiment que tu aies pris ton temps pour nous parler de créativité, d'innovation avec toute ton habitude. Dans le fond, vous le faites tellement quotidiennement que ça semble extraordinairement simple quand tu en parles. C'est sûr qu'il y a des échecs, vous en avez connus. Généralement, c'est relativement proportionnel au nombre de réussites, les échecs. Fait que j'apprécie que tu... On était chanceux. OK. Oui. Ben, ça me fait plaisir. Ben, merci beaucoup.